Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Bretagne, Pays de la Loire consacrée à l'organisation de la primaire. Une première dans l'histoire de la droite. Qui peut voter? Quels sont les candidats soutenus dans l'Ouest? Comment va s'organiser ce scrutin et quelles en seront les conséquences? On en parle tout de suite dans cette émission. Trois invités avec nous. François Pinte, vous êtes le président de la Fédération des Républicains de Loire-Atlantique. C'est l'une des fédérations les plus importantes en France en nombre d'adhérents, de militants. Bonjour. Bonjour. Romain Pasquier, vous êtes enseignant, vous êtes professeur à l'Institut de sciences politiques de Rennes. Bonjour. Bonjour. Et en duplex de Rennes, un autre enseignant, Gilles Richard, vous êtes historien et vous êtes spécialiste des droites en France. Bonjour. Je vous rappelle la date de cette élection, les 20 novembre pour le premier tour et 27 novembre. Ils sont 7 candidats en lice. Et dans les sondages, Alain Juppé reste en tête avec environ 40% des intentions de vote, 10 points devant Nicolas Sarkozy. Seul à la hausse, François Fillon, qui atteint 15% dans les sondages. Des sondages, on le sait, à prendre avec beaucoup de précaution. On vient de le voir avec la défaite d'Hillary Clinton aux États-Unis, donnée gagnante par tous les sondages. Romain Pasquier, Alain Juppé en tête des sondages depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est fiable ? Ça donne quand même un ordre de grandeur. Il a une avance confortable. C'est systématique depuis plusieurs mois. Donc on peut dire qu'effectivement, qu'il fera partie sans doute de ceux qui participeront au second tour. Après, l'ordre d'arrivée, là, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas le corps électoral. Qui va venir véritablement voter? Est-ce que ce seront les mêmes qui voteront au premier et au second tour? Est-ce qu'on voudra aller au secours ou renforcer tel ou tel entre les deux tours? C'est cela, à mon avis, que les sondages n'arrivent pas ou assez mal à mesurer pour le moment. Avec beaucoup de précautions, mais sondage après sondage, depuis des mois, c'est quand même Alain Juppé qui arrive en tête. François Pinte, vous êtes un proche de François Fillon. Vous dites qu'il va créer la surprise. Qu'est-ce qui fait dire ça? C'est parce que vous avez envie qu'il gagne ou il y a des éléments plus tangibles? Je pense que ce qui est important, je partage tout à fait ce qui a été dit. On ne sait pas qui va aller voter. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le socle dans les personnalités des militants ou des sympathisants qui sont le plus certains d'aller voter. Et là, on retrouve, que ce soit chez Nicolas Sarkozy et chez François Fillon, un socle beaucoup plus certain. Donc je pense qu'il peut encore effectivement y avoir des surprises. Je pense que depuis les 2 derniers débats, François Fillon est en train de monter en puissance. Les gens ont compris que le vote Fillon pouvait être un vote utile. Et donc beaucoup qui n'allaient pas naturellement chez Fillon, aujourd'hui, pensent à aller chez Fillon. Donc tout est possible, oui. Vous dites un socle certain chez les Républicains, en ce qui concerne François Fillon et Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Gilles Richard, est-ce qu'on peut dire, en schématisant, on va parler maintenant de la campagne, est-ce qu'on peut dire en schématisant que la Bretagne soutient Alain Juppé et les Pays de la Loire François Fillon? C'est juste ou pas de dire ça? C'est globalement, si on prend les sondages, on peut dire les choses comme ça, mais dans la pratique, ni la Bretagne ni les Pays de la Loire ne sont de régions homogènes. Je ne pense pas qu'on puisse, par exemple, assimiler la Vendée à l'agglomération nantaise, ni le pays vantais au pays rennais. Voilà. Et donc, globalement, il est difficile de parler de la Bretagne en général, des Pays de la Loire en général. Cela dit, c'est assez logique que... Là, je parlais des soutiens. Si on parle de soutien des élus... Oui, bien sûr. Mais... Tout à fait. Mais même dans les départements, il y a des différences d'un département à l'autre. Mais c'est logique qu'effectivement la Bretagne soutienne davantage Alain Juppé compte tenu du poids. Alors, il est en déclin, mais il existe encore des réseaux, on va dire, démocrates chrétiens, des vieux réseaux démocrates chrétiens qu'on retrouve dans l'UDI aujourd'hui. Voilà. Et qui soutient bien sûr, et qui soutiennent plutôt le candidat Alain Juppé que d'autres. Voilà. Romain Pasquier, on a bien vu quand même que dans la stratégie électorale, dans la campagne, Alain Juppé et François Fillon avaient privilégié l'ouest de la France, globalement. Oui, tout simplement parce que Nicolas Sarkozy n'a pas laissé un souvenir impérissable dans l'ouest, en Bretagne en particulier. Il a quelques soutiens, mais ils sont très limités. Alors que Agnès Lebrun. Agnès Lebrun, même le maire du Guilvinec, pourtant c'était là où il avait fait quelques sorties mémorables. En revanche, François Fillon et Alain Juppé ont engrangé à la fois en Pays de la Loire et en Bretagne des soutiens de poids. Par exemple, François Fillon, qui est effectivement plus soutenu
en Pays de la Loire a le soutien quand même de François Goulard, président du Morbihan, ou Alain Cadec, président des Côtes-d'Armor. Mais en revanche, une majorité de députés, on va dire, républicains en Bretagne soutiennent plutôt Alain Juppé. Donc on voit bien que ce sont ces deux leaders qui, clairement, dans l'ouest de la France, recueillent le plus de soutien pour ce premier tour des primaires. Alain Richard, parce que ça correspond à cet ouest plutôt centriste à droite ? Je ne dirais pas que l'Ouest est centriste. Non, historiquement, l'Ouest, les droites y sont fortes, mais vous savez qu'on a toujours tendance à parler de la droite, ou de la gauche d'ailleurs, alors que la droite recouvre des familles politiques fort diverses. Et pour le coup, l'Ille-et-Vilaine n'a pas la même tradition politique que la Vendée ou que le Maine-et-Loire. Donc c'est une région où les droites sont traditionnellement fortes, mais en même temps en recul depuis les années 70 face au Parti socialiste dans certaines zones. François Pinte. Oui, et peut-être ajouter juste qu'en Pays de la Loire, évidemment, il y a une aventure personnelle de François Fillon et des liens se sont tissés avec un certain nombre d'élus, dont le premier d'entre eux, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau l'explique d'ailleurs dans son soutien. J'ai travaillé à ses côtés et c'est pour ça aujourd'hui que je pense qu'il a toutes les compétences pour être président de la République. Donc je pense que ce tissage de liens permet aussi ce soutien aujourd'hui. Alors justement, quel est le point des soutiens dans la campagne et sur les votes ? Je vous propose d'écouter Goulven Boudik, politologue à l'Université de Nantes, sur ce sujet. De ces élus locaux dans la décision que les citoyens vont prendre, d'abord de se déplacer, ensuite de voter pour tel ou tel. C'est comme dans les élections, les appels à voter, les reports, etc. Nous en mesurons assez difficilement, assez délicatement l'impact exact. On est sur des jeux de positionnement qui concernent souvent la classe politique elle-même, auxquels les citoyens ne sont pas complètement indifférents, mais dont on a du mal à mesurer l'impact. Vous êtes d'accord avec ça, François ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a plus de consigne de vote aujourd'hui et que ça ne fonctionne plus. Je pense que les militants sont sensibles à savoir quel élu soutient quel candidat. Mais pour autant, et je pense qu'on a fait très attention en Pays de la Loire en général et sans doute en Bretagne, au respect du choix des militants. Au fond, cette primaire, il fallait la réussir aussi dans cet aspect démocratique. C'est fini. D'ailleurs, c'est une étape de modernité pour nous puisque c'est la première. Donc il fallait que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, je pense qu'il fallait justement qu'il n'y ait pas de consigne de vote, qu'il n'y ait pas d'embrigadement. Je pense que les militants sont libres. Ils savent qui vote pour qui. On le dit simplement, mais on respecte parce que derrière, il y a une nécessité de rassemblement. Sinon, les primaires ne seront pas réussies. Et donc on montre localement qu'on est capable de se respecter entre nous. Il n'y a pas de conflit. Il y a des supports. Chacun supporte son candidat, son champion. Mais il y a un engagement, localement comme au niveau national, d'un rassemblement derrière. On en reparle tout de suite, vous l'avez dit, c'est inédit, c'est une première dans l'histoire de la droite ou des droites, comme le dit Gilles Richard, cette primaire. On voit ça tout de suite, les explications de Patricia Chalumeau et de Gilles Le Goff. Au vu de l'actualité. 2011, les socialistes se lancent dans l'aventure des primaires ouvertes. La droite, elle, de son côté, regarde cette nouveauté politique avec circonspection. Le président candidat Nicolas Sarkozy ne veut pas en entendre parler. Et la consigne est de minimiser la portée de cette primaire. Si 4 Français sur 100 sont allés voter pour ces primaires, c'est-à-dire grosso modo, un électeur de gauche sur 10, eh bien, en réalité, ça veut dire que 95 Français sur 100 ne sont pas allés à ces primaires. Voilà. Il y a eu quand même beaucoup de rivalité, de tensions à l'intérieur du Parti socialiste, entre Martine Aubry et François Hollande notamment. Et donc la droite avait voulu montrer qu'elle avait un chef, un président de la République en place qui allait se représenter, qu'il n'y avait pas d'hésitation et que la droite était en ordre de bataille. Donc elle avait eu des mots extrêmement moqueurs et difficiles sur la primaire des socialistes. Et pourtant, c'est à droite qu'est née l'idée d'une primaire après 2 défaites consécutives à l'élection présidentielle de 81 et 88. Avec à chaque fois plusieurs candidats de droite au premier tour, Chirac contre Giscard en 81, Barre contre Chirac en 88. Charles Pasqua émet alors l'idée d'une primaire pour mettre fin à la machine à perdre. Donc il faut trouver un système qui permette aux électeurs de choisir eux-mêmes le candidat qu'ils souhaitent voir représenter l'ensemble des sensibilités qui constituent un pôle d'un côté et un de l'autre. Merci, peuple de France! Il faudra attendre une quinzaine d'années et surtout la victoire de François Hollande en 2012 pour que l'idée d'une primaire à droite
s'impose. La droite, toujours sous le coup de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, et très vite la question a émergé. Est-ce que Nicolas Sarkozy, c'était une parenthèse, il faudrait passer à autre chose. Donc l'idée qu'il n'y avait plus de candidats naturels à droite s'est rapidement imposée au parti. Résultat, 7 candidats pour cette première primaire, une épreuve supplémentaire dans une campagne présidentielle de plus en plus longue. François Pinte, est-ce qu'effectivement c'est une épreuve? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas dans l'ADN de la droite, même si Charles Pasqua avait émis l'idée il y a quelques années. Oui, ça m'a beaucoup amusé de revoir. Une fois de plus, il avait senti comment ça pourrait se passer à l'avenir. C'est intéressant. Ce n'est pas une épreuve. Aujourd'hui, ça a été très bien dit dans le reportage, il n'y a pas de candidat naturel. Donc le risque, il était quoi? C'est qu'il y en plusieurs aillent finalement au premier tour et d'être éliminés et de ne pas pouvoir participer au second tour. Voilà pourquoi on a organisé les primaires, il faut quand même le rappeler. Moi, encore une fois, je pense que c'est aujourd'hui pas une épreuve, mais une étape de modernité. On a l'opportunité, je pense que les sympathisants, les électeurs qui s'intéressent et qui ont envie de peser dans le choix du futur candidat de la droite et du centre ont une opportunité de le faire de façon très démocratique. Qu'ils participent, moi je les encourage à le faire de façon massive, parce que l'enjeu, il est quand même important, c'est l'alternance à François Hollande aujourd'hui. Donc je pense que c'est une opportunité, ça s'organise. Et vous l'organisez, juste, on va y revenir. Romain Pasquier, cette primaire, on vote pour un candidat ou c'est un vote anti-sarkozyste? Quel va être le poids des électeurs de gauche ou du Front National pour faire barrage à Nicolas Sarkozy? C'est difficile à dire. Ce sera sans doute différent entre le premier et le second tour aussi. Il faut d'abord savoir si Nicolas Sarkozy sera au second tour des primaires ou pas. Et sur le premier tour, est-ce qu'il y aura un vote anti-Sarkozy? Je ne crois pas que ce sera véritablement massif sur le premier tour, tout simplement parce qu'il y a quand même une large palette de candidats possibles. Et qu'il y a des candidats qui sont assez centriste, en particulier la candidate Kosciusko-Morizet, qui a quand même un discours assez centriste. Donc je pense qu'il y a une large palette de programmes, plus ou moins bonapartistes, plus ou moins libéraux, et que donc là-dessus, je ne suis pas sûr que le hollandiste déçu puisse se positionner aisément. En revanche, au second tour, si Nicolas Sarkozy se présente, là, effectivement, peut-être qu'un électeur du Front National ou un électeur déçu du Parti Socialiste voudra plutôt avantager l'un ou l'autre en pensant au coup d'après, c'est-à-dire au premier tour des élections présidentielles. Gilles Richard, ça va changer quoi, cette primaire à droite, pour la droite ? Ça, je ne sais pas ce que ça va changer. Peut-être que ça va leur permettre de gagner l'élection. Mais en tout cas, c'est un changement dans l'histoire des droites. Car on l'a bien vu dans votre petit reportage, là, sur l'histoire de la primaire. Jusque-là, à part Charles Pasqua, qui faisait du billard à 3 bandes dans le combat entre Balladur et Chirac, personne n'était favorable à ces primaires. Ce n'est pas du tout dans la culture politique gaulliste, pas du tout dans la culture politique des libéraux non plus. Et on peut dire que si la primaire est devenue une sorte de nécessité qui s'impose, voilà, c'est tout simplement le résultat de l'échec politique. Je ne parle pas de l'échec des politiques de Nicolas Sarkozy ou de ses réussites, mais de l'échec politique de Nicolas Sarkozy qui n'a pas réussi pendant son mandat à transformer l'UMP en grand parti conservateur à la française, hégémonique, qui réduisent le PS à pas grand-chose et sur son aile droite qui réduisent le Front National à pas grand-chose. Et à partir de là, cet échec a ouvert la boîte de Pandore et il a fallu trouver une solution. Et la solution, c'est la primaire, comme les socialistes l'ont fait, un peu dans l'imitation, on va dire, de ce qui a semblé réussir aux socialistes en 2012. Alors, on parlait tout de suite de la présidentielle. Est-ce que ça change la Ve République qui prévoit, elle, une élection à 2 tours ? Ça contribue à changer, mais je pense que ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Parce que va jouer aussi un phénomène dont on
parle peu, que la primaire occulte complètement, c'est la question des parrainages des candidats. Or, le nouveau système qui est mis en place, qui fait que tous les maires qui vont signer, c'est des maires essentiellement, hein, vont voir leur nom publié et qu'ils n'auront que 10 jours à l'extrême fin de la période pour choisir, et que ces maires sont aujourd'hui pris dans des situations compliquées pour eux, pour beaucoup, parce qu'avec les communautés de communes, leur budget dépend d'instances supérieures, eh bien le risque, c'est de voir que très peu de petits candidats, en fait, aient le droit de se présenter, et ça modifiera profondément la vie politique française, car il n'est pas certain que l'élection présidentielle mobilise autant l'électorat s'il n'y a que 3 ou 4 candidats la fois prochaine. Et la primaire ne compensera peut-être pas ce manque de candidatures. Mais naturellement, pour tout cela, nous devons attendre, car la campagne n'est pas encore faite, on ne sait pas combien il y aura de candidats, on est donc dans l'expectative. François Pinte, finalement, c'est pas si démocratique que ça en a l'air, comme le dit Gilles Richard ? Oui, enfin, Gilles Richard parle de l'étape d'après, hein, si j'ai bien compris. Oui, il tout parle à fait. Des parrainages, une fois la primaire passée. Une fois des candidats pour obtenir les signatures des maires. Et il fait allusion à ces regroupements de communes qui feront qu'il y aura moins potentiellement de maires signataires de parrainage. Mais on dit que la primaire instille de la démocratie, davantage de démocratie. Oui. Finalement, peut-être que les parrainages en enlèvent, c'est ce qu'il dit. Encore une fois, je pense que, je pense pas que ce soit la primaire la primaire est organisée de façon. Non, c'est pas la primaire, c'est effectivement l'étape d'après. L'étape d'après, nous, on aura un candidat effectivement, puisque nos 7 candidats se sont engagés à soutenir le vainqueur. Donc, on aura un candidat de la droite et du centre. Il y en aura peut-être d'autres en parallèle. Dupont-Aignan dit qu'il sera candidat, etc. Donc, ça, ce sera les candidats à côté. Je pense que il y a encore de la place pour beaucoup de candidats de gauche, par exemple. Alors, selon certains observateurs, si on revient à la primaire, cette primaire, elle redonne du poids aux partis politiques. On écoute sur ce sujet Goulven Boudik à nouveau. À droite, la question du nombre de militants n'a jamais été centrale. Donc on pouvait se satisfaire de réseaux de notables qui apparaissaient essentiellement lors des élections. Alors là, il faut des militants. Pour tenir des bureaux de vote, 10 000 bureaux de vote, il faut un volant de militants, un stock de militants important qui s'y consacrent, qui organisent, qui consacrent des journées ou des soirées à préparer la tenue des bureaux de vote, pour les dépouillements, etc. Il faut une organisation militante. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que paradoxalement, alors que certains suggèrent que les primaires dessaisissent ou privent les partis de leur rôle au profit des citoyens plutôt que des militants, en fait, ça redonne du travail aux militants des partis, désormais autour de l'organisation et de la tenue des primaires. Romain Pasquier, vous partagez ce point de vue ? Ça redonne un coup de jeune, un coup de neuf aux Républicains, cette primaire ? Oui, je crois. Il y avait cette vieille opposition que faisait Maurice Duverger, un grand politologue français, entre les partis de masse et les partis de cadre. Les partis de masse, grosso modo, se trouvaient plutôt à gauche à l'époque. Parti communiste, Parti socialiste. Et les partis de cadre, c'était effectivement, à l'époque, l'UDF, le RPR, qui avaient assez peu de militants et qui se reposaient plutôt sur des réseaux notables. Les choses sont en train de changer, je pense, avec ces primaires, tout simplement parce que ces partis aussi se sont un peu nécrosés, et les primaires, ça oxygène. Ça nécessite effectivement d'avoir des troupes militantes beaucoup plus motivées. Il faut les préparer en amont. Et donc, d'une certaine manière, ça revivifie la vie militante. Aujourd'hui, chez les Républicains, mais c'était aussi le cas au Parti socialiste en 2011. Vous avez eu du mal à les remobiliser, François Pinte. Il faut quoi ? Il y a 10 000 bureaux de vote en France. Voilà, il faut 6-7 personnes minima pour tenir un bureau de vote. Ça fait 600 000 personnes, 60 000 personnes mobilisées. Si je prends l'exemple de la Loire-Atlantique, ce que je connais le mieux, effectivement, on est autour de 1000 personnes et on a à peu près 1000 personnes mobilisées, c'est-à-dire un quart de nos militants qui sont vraiment mobilisés pour ces bureaux de vote. Donc c'est beaucoup. C'est vrai que ce n'étaient pas forcément des militants qui avaient l'habitude de participer à ce type d'action, mais au fond, moi, effectivement, je pense que c'est plutôt positif qu'ils adhèrent à ce projet et qu'ils participent à cette étape de démocratie. Alors comment fonctionne à proprement parler cette primaire ? Quel mode d'emploi ? Piqûre de rappel avec Jacques Loss et Gilles Le Goff. Nous sommes au lendemain de la présidentielle. Nicolas Sarkozy annonce son retrait de la vie politique. L'UMP n'a plus de chef. Jean-François Copé est élu nouveau président du parti gaulliste après une bataille à couteau tiré avec François Fillon. C'est à la suite de ce psychodrame et d'un scrutin entaché de soupçons de fraude qu'émerge l'idée d'une primaire ouverte.
quand ça va mal, c'est quand ils sont menacés quasiment de disparition, ou en tout cas d'explosion du parti, que là, tout d'un coup, ils peuvent accepter une rénovation. Et la primaire, c'est le parti se dessaisit de ce pouvoir, parce que s'il ne s'en dessaisissait point, il risquait la disparition, ou en tout cas la marginalisation. En juin 2014, éclate l'affaire Big Malion. Copé est poussé vers la sortie. Un triumvirat composé de Jean-Pierre Raffarin, de François Fillon et d'Alain Juppé est nommé à la tête de l'UMP. Sarkozy effectue son retour dans un parti en crise en novembre 2014. Il est de nouveau élu à la direction de l'UMP avec 67% des voix des militants. L'UMP devient les Républicains en juin 2015. Le principe d'une primaire est entériné. Nicolas Sarkozy s'y plie à contre-cœur. Voici ce qu'il déclare en octobre 2011 à l'annonce de la primaire socialiste. La Ve République ne peut être l'otage des partis politiques. Le général de Gaulle a voulu une élection à 2 tours, pas à 4 tours. Nicolas Sarkozy tente de la limiter aux seuls adhérents des Républicains. Elle sera finalement ouverte à tous les sympathisants de la droite et du centre. À la tête d'une structure totalement indépendante, la juriste Anne Levade veille sur le scrutin. Nous sommes sur un corps électoral de 45 millions d'électeurs, c'est-à-dire l'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales ayant la nationalité française. Deuxième chose, nous ouvrons un nombre de bureaux de vote qui est significativement plus élevé que celui requis pour une élection interne à un parti, 10 228 bureaux de vote. Et par ailleurs, nous sommes les seuls responsables de cette organisation, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout comparable avec ce qui peut se passer à l'intérieur de n'importe quel parti politique, j'allais dire habituel. La droite sera jugée au cours de cette primaire sur sa capacité à organiser dans la transparence une consultation capitale pour elle, et aussi sur son aptitude à en faire respecter le résultat, quel qu'en soit le vainqueur. Gilles Richard, dans le reportage, on me dit 45 millions d'électeurs potentiels. Il y en aura combien sur cette primaire ? Ça, c'est difficile de le dire. Peut-être 2 millions, peut-être 3 millions, mais ça, c'est difficile de le dire. Je voudrais juste revenir sur une remarque faite par mon collègue, Romain Pasquier, mais je ne partage pas son point de vue sur l'idée que les partis de droite sont des partis de notables. Au contraire, le parti qui a eu le plus d'adhérents en France dans l'histoire, c'est un parti de droite. Voilà. Et aujourd'hui, je constate que l'UMP a 4 fois plus d'adhérents que le Parti socialiste et 5 fois plus que le Parti communiste. Ce qui est la preuve que le côté militantisme, la droite les partis de droite n'ont rien à envier aux partis de gauche. Hein, voilà. Depuis les années 30, c'est comme ça. Voilà. Tout est fait dans cette primaire pour que ça se passe dans la transparence ? Je pense, oui, que tout est fait pour que ça se passe dans la transparence parce que tous les candidats y ont intérêt. Et que l'organisation, enfin, comment dire, la qualité de l'organisation est fondamentale, comme l'a dit d'ailleurs M. Pinte, pour la crédibilité de l'opération et donc pour la suite, c'est-à-dire le 3e et 4e tour dans une république où normalement, comme le dit Nicolas Sarkozy, il n'y a que 2 tours. Alors on va revenir juste au vote sur cette primaire. Il faut être inscrit sur les listes électorales, payer 2 € et signer la charte des valeurs de la droite et du centre. Pour connaître votre bureau de vote, eh bien, ça va s'inscrire là sur vos écrans, une adresse internet et un numéro de téléphone. C'est une campagne traditionnelle ou pas qui a été menée, François Pinte, ou est-ce qu'on a fait de la géographie électorale, on a utilisé des logiciels pour savoir où il fallait les chercher, les électeurs ? Oui, bien sûr. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on doit être plus bête que les autres. Je pense qu'on a bien identifié tous les candidats. En tout cas, je pense que se sont intéressés à la géographie des votes où se rassemble le plus de votes de droite. Dans l'équipe Fillon, on dit qu'on a utilisé un logiciel qui s'appelle le Fédéravox, que Valérie Pécresse avait déjà testé sur les régionales et qui établit une carte des zones prioritaires, là où l'électorat de droite s'est abstenu. Tout à fait. Et là où il y a le plus fort potentiel pour la droite. Donc c'est effectivement un logiciel qui est utilisé par les équipes de François Fillon, comme Valérie Pécresse les avait utilisés. Rappeler effectivement pour l'importance que les sympathisants qui veulent aller voter vraiment prennent la précaution en amont de l'élection d'aller sur ce site de la droite qui s'appelle primaire2016.org. Parce que ce n'est pas le bureau de vote traditionnel. Voilà, parce que par exemple à Nantes, un bureau de vote sur 2 ne sera pas le bureau de vote traditionnel. Et ça, en particulier dans les grandes villes, il n'y aura pas dans tous les villages un bureau de vote. Donc c'est très important qu'en amont,
les personnes soit appellent ce numéro vert, soit effectivement aillent sur le site internet. Parce que ça permettra non seulement de connaître le lieu de bureau de vote, mais aussi parfois le numéro du bureau qui est inscrit aussi. Parce que dans un même centre de vote, vous pouvez avoir plusieurs bureaux et ça facilitera évidemment les choses. Pour nous, ça a été dit, l'important, c'est que ça se passe bien, que les gens comprennent que c'est la première, qu'ils soient un peu patients s'il y a un peu de queue à certains moments, et on fera tout pour bien les accueillir, et on fera tout pour que la sincérité du scrutin, effectivement, ne soit pas remise en cause, ne puisse pas être mise en cause. Le ralliement des autres candidats, il se fera facilement, selon vous, Romain Pasquier ? Une fois pour les premiers tours passés, évidemment. Je pense que oui. Je pense que... En tout cas, les principaux on a candidats... vu, c'est compliqué. Oui, bien sûr, il y a une compétition. Il y a même des haines, des rancœurs. Oui, bien sûr, mais après, tout va dépendre un peu de la maturité politique de ce parti. Mais je pense qu'il y aura un ralliement relativement aisé dans la mesure où il y a une élection clé qui est véritablement... Ça va la clé de voûte des élections la clé de voûte de la Ve République. Les élections présidentielles, il ne faut pas les louper, dans la mesure où en plus la droite est quasiment en position de force, quasiment assurée de l'emporter. Donc se tirer une balle dans le pied, ce serait s'écharper juste avant l'élection présidentielle. Donc malgré les haines recuites, malgré effectivement les rivalités, je pense qu'ils se rassembleront assez aisément. En tout cas, ceux qui se sont présentés à la primaire. Il peut, comme l'a rappelé Monsieur Pinte, toujours avoir un outsider, mais que représentera l'outsider? Là, c'est la question que l'on peut se poser. Gilles Richard, le vainqueur de cette primaire, c'est le nouveau président de la République? Ce n'est absolument pas certain, car je pense, comme Romain Pasquier, que les 6 candidats qui seront battus se rallieront au vainqueur, mais il n'en va pas de même des électeurs. Et il est clair que s'ils s'affrontent au second tour, comme les sondages le disent, avec toutes les précautions d'usage, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, toute une partie des électeurs de Nicolas Sarkozy ne voteront pas forcément pour Alain Juppé, et réciproquement. D'ailleurs. Donc la primaire, elle a un rôle important pour les Républicains, mais elle ne réglera pas tous les problèmes. Voilà. Je veux dire, y compris après la présidentielle, si effectivement c'est un républicain qui est élu président de la République, ça peut poser des problèmes après ? Oui. Ça ne réglera pas en tout cas la question de l'unité et du leadership du parti Les Républicains. Et ça ne réglera pas d'office la question des législatives, à mon avis. Un petit mot rapidement. Encore une fois, le premier objectif, c'est la qualification pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'ont été organisées ces primaires. Et donc on peut penser ensuite que le candidat qui passera ce premier tour de l'élection présidentielle sera probablement, si les sondages, là encore, se réalisent face à Marine Le Pen, et c'est bien l'objectif de ces primaires, c'est que je pense qu'il y a une responsabilité qui a été bien comprise par l'ensemble des candidats, qu'il fallait vraiment être à la hauteur de cette primaire. Je pense que d'ailleurs les débats ont été d'une certaine manière de bonne qualité. Et plutôt bien suivis d'ailleurs. Bien suivis, et j'allais dire de meilleure qualité que la gauche, qui s'est quand même beaucoup insultée sur les plateaux à l'époque. Là, ça a été quand même très tenu, et ça l'est pendant cette campagne, je dois le dire. Et donc, c'est plutôt de bon augure pour le rassemblement final. Très brièvement, Romain Pasquier, en dehors de Bruno Retailleau et Christophe Béchu, il y a d'autres ministrables possibles si jamais la droite l'emporte ? Peut-être effectivement... il faudra regarder peut-être les femmes. Effectivement, si Nicolas Sarkozy l'emportait, Agnès Lebrun, la maire de Morlaix, pourrait peut-être décrocher quelque chose. C'est plutôt... alors quand même, à part en Pays de la Loire, en Bretagne, on voit les grands leaders de la droite sont quand même plutôt sur le déclin politique. Et donc ça risque de les empêcher d'accéder à un Marocain ministériel. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, l'invité en Pays de la Loire, ce sera le socialiste Philippe Grosvalet, à l'occasion de la sortie d'un livre qui retrace son parcours à la tête du département de Loire-Atlantique. En Bretagne, on donnera la parole à Joël Labbé, sénateur écologiste. Tout de suite, le journal, puis Francis Letellier qui reçoit aujourd'hui Alain Juppé.